Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre santé en direct du programme La santé de votre enfant qui est dédié aujourd'hui à la préparation des vacances. Voilà enfin une bonne nouvelle à la fin de cette année scolaire. Je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable du programme La santé de votre enfant et je suis accompagné aujourd'hui de Pauline Lotte qui animera la session et de mon collègue Steve Martin qui s'occupera de la partie questions-réponses. La santé de votre enfant, c'est un de nos 3 grands programmes de prévention qui est dédié aux parents d'enfants de la naissance à 17 ans. Et les 2 autres programmes sont consacrés aux adhérents à partir de 50 ans. Donc demain s'invente aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est Steve qui est responsable de ce programme-là. Et à la santé féminine, prenons soin des femmes. Vous aurez la possibilité justement de poser vos questions sur le chat. Comme je vous l'ai dit, c'est Steve qui s'en chargera. Aujourd'hui, nous sommes dédiés sur la préparation des vacances avec les enfants. Je vous passe, puisque c'est la dernière session avant les vacances, évidemment. On se retrouvera en septembre. Je ne vous parle pas déjà de septembre. Vous pouvez lire déjà mon moment magique. On passera un moment pour moi parce qu'on aura passé des bonnes vacances. Ce sera la rentrée, ce sera le stress. Et donc, on animera un moment comme celui-ci. Et ensuite, octobre, novembre et décembre. Mais pour l'instant, on profite du soleil. Et je passe tout de suite la parole à Pauline. Pauline, c'est à vous. Merci Thierry. Eh bien, bonjour à tous. Enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Donc oui, on va parler d'un thème un peu plus léger, bien qu'il puisse être mouvementé avec les enfants. Donc voilà, sur le thème des vacances et surtout un petit peu revoir comment s'organiser au mieux. Donc on va le détailler en trois gros chapitres. Voilà, toute la préparation des vacances et la logistique pour essayer de penser à tout et d'être le plus zen possible. Euh, une deuxième partie qui sera plus courte, mais pour revoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut proposer comme occupation aux enfants, parce qu'il y a voilà, tous les moments, si c'est la plage ou des choses comme ça, où les occupations se font naturellement. Et puis, selon les lieux de vacances et selon la météo, avoir un petit peu quelques idées aussi pour pouvoir occuper les petits par tranche d'âge. Et puis, on fera une partie un petit peu plus conséquente, justement, sur tous les risques de l'été pour vraiment faire de la prévention, avoir en tête voilà, quels sont les principaux risques, comment les éviter, quelle conduite adopter, quelle conduite à tenir en fonction de ce qui se passe. Donc voilà un petit peu le sujet pour aujourd'hui. Et comme vous l'a dit Thierry, donc vous pouvez vraiment poser toutes vos questions dans notre chat et puis on fera des pauses régulières pour répondre à vos questions. L'idée, c'est vraiment que je puisse vous apporter des éléments pratico-pratiques justement pour vraiment vous aider. Donc voilà, on va vraiment parler du quotidien dans cet atelier. Alors, on va commencer un petit peu avec tout ce qui est préparation des vacances et puis anticipation des trajets. Donc déjà, avant même de partir en vacances, tout ce qui est préparation des valises. Alors, on est vraiment dans le pratico-pratique, hein, avec des petits tips pour vous faciliter la vie. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire une checklist une bonne semaine avant, avec tout ce qu'il vous faudra pour essayer de penser à tout et de rien oublier le moment venu. Et dans votre checklist, il y a vraiment des grandes catégories à avoir en tête. Donc, tout ce qui est documents administratifs, et ça, vous pouvez carrément vous préparer une pochette avec. Donc, les pièces d'identité, les passeports, tout ce qui est documents relatifs aux vacances elles-mêmes, donc les billets de train, les documents à avoir. Alors, aujourd'hui, je parle de pochette, mais il y a beaucoup de choses sur les téléphones directement. Mais voilà, tous les justificatifs pour les locations, si vous avez des réservations d'activités, ces choses-là, voilà, faites-vous ou un dossier sur le téléphone ou un dossier papier, où vous regroupez tout, comme ça vous êtes sûr de tout avoir au même endroit. Et puis au niveau santé, vérifiez de bien avoir les cartes vitales, carte mutuelle, éventuellement la carte européenne si vous partez en Europe, et puis les carnets de santé pour les petits. Voilà, ça vous permet déjà d'être OK et d'avoir tous les documents importants. Après, pour tout ce qui est moment du trajet, c'est bien d'avoir un petit sac ou sac à dos avec tout ce qu'il faut vraiment juste pour le moment du trajet, donc tout le pratico-pratique dont vous pouvez avoir besoin. Donc, bien sûr, à adapter à l'âge de l'enfant, mais notamment pour les plus petits, les doudous, les tétines, de quoi, si c'est un bébé qui est au biberon, de quoi préparer un biberon. Donc, l'eau, le biberon, les doses de lait, des petits repas faciles à manger. Pour les plus grands, des petites barres de céréales, des petits encas, des petites
pote. Enfin, voilà, avoir des petites collations faciles à préparer et facilement accessibles. On reviendra un petit peu sur tout ce qui est tenue de rechange. Mais voilà, pour les tout petits, les couches, un petit peu de matériel et de produits de soins pour changer bébé. Typiquement, c'est le cas où les lingettes sont les bienvenues. Des tenues de rechange, parce qu'il peut arriver tout et n'importe quoi avec les tout petits. Donc voilà, que ce soit pas au fond des valises. Et puis après, alors on va redétailler un peu par type de trajet, mais c'est bien d'avoir un minimum d'occupation pour les enfants pendant le trajet. Donc pour les tout petits, les petits hochets, les petites choses à manipuler, faciles à emmener, essayer d'en avoir 3-4 dans le sac à dos pour avoir de quoi renouveler. Et puis pour les enfants plus grands, tout ce qui est livres, alors choisissez des petites choses, hein, des petits magazines, des petites choses pas lourdes. On verra un petit peu des types de jeux qu'on peut emmener. Et puis les boîtes à histoire, je vais vous en reparler plusieurs fois. Alors bien sûr, ça dépend des enfants, mais clairement, c'est vraiment quelque chose qui marche en général très bien, c'est-à-dire à partir de 2 ans et demi, 3 ans pour le début. Et alors, il y a plein de types de boîtes à histoire, mais voilà, il y a des boîtes à histoire qui sont quand même assez polyvalentes, qui font un peu de musique, qui font des petites histoires, qui font des petits documentaires. Il y a des boîtes à histoires où on peut enregistrer nous-mêmes les histoires, on peut enregistrer des musiques. Donc, c'est quand même un bon outil pour tous ces moments où les enfants doivent être quand même relativement stables et rester assis à patienter. Ça peut vraiment les occuper. Alors, chez des petits, des petits moments, parce que la concentration ne durera pas très longtemps. Mais voilà, d'expérience, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, ils peuvent passer un bon moment sur la boîte à histoire. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez facile. Euh, donc voilà, c'est un objet que moi, j'aime bien proposer. J'ai très souvent vraiment des bons retours dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis sur les petits, même si vous avez poussette, des choses comme ça, n'hésitez pas, on est un moyen de portage. Alors si vous n'en utilisez pas habituellement, même un petit moyen de portage d'appoint, mais justement pour patienter, pour les entre-deux sur les trajets. Alors je ne pense pas à la voiture, hein, je pense plutôt à tout ce qui est transport en commun là, pour le moyen de portage. Mais ça peut vraiment être pratique de pouvoir mettre bébé contre soi, ou pour se déplacer avec les valises, ou pour une sieste. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir un petit moyen de portage facile à ranger. Ça peut quand même vous sauver la vie. Donc voilà, donc ça c'est vraiment plus pour le trajet, d'avoir un petit sac. Alors même si j'ai parlé beaucoup, ça nécessite pas énormément de place, mais au moins vous avez quand même un peu tout votre petit kit sous la main, et vous pouvez gérer votre enfant sans avoir à redéfaire les valises. Après, c'est pas des listes exhaustives, hein, c'est vraiment les principales choses, bien sûr à adapter à chaque famille et à chaque enfant. Après, alors je vais pas passer énormément de temps sur les valises elles-mêmes, parce que c'est vraiment très variable selon la destination, selon le type de parent que vous êtes à voyager léger ou à tout emmener. Mais globalement, des vêtements adaptés à l'endroit où vous allez et à ce que vous allez faire. Euh, Au moins 2 paires de chaussures différentes, toujours pareil, pour pouvoir changer en cas de besoin. Et puis après, tout ce qui est vraiment spécifique à l'été, et on en reparlera sur la prévention des risques liés au soleil. Crème solaire, chapeau, lunettes, indispensable. Éventuellement, t-shirt anti-UV, notamment si vous allez à la plage. Après, du matériel spécifique selon l'endroit où vous partez et les activités prévues. Des petits jeux, et on reviendra un petit peu sur les activités. Petits jeux, petits livres pour l'occupation. Et si l'enfant a des petites habitudes dans le rituel, d'une veilleuse, d'une petite boîte à musique, de petites choses comme ça qui ne prennent pas beaucoup de place, essayez de les emmener pour avoir le plus de confort possible sur place. Et puis de reproposer un maximum de repères à votre enfant. Et puis dans la trousse de soins, alors pareil, c'est loin d'être exhaustif. L'idée, c'est vraiment les indispensables. De quoi gérer des fièvres, donc thermomètre et puis les antipyrétiques, paracétamol. De quoi gérer tout ce qui serait gastro-entérite ou vomissement, donc avec la solution de réhydratation. De quoi gérer les bobos, donc des pansements, un désinfectant, des petites compresses. Et puis, on reviendra beaucoup dessus sur les piqûres.
Mais voilà, au moins un gel apaisant pour les piqûres et la pince à tiques qui est quand même recommandée, surtout si vous partez en campagne ou dans la forêt, et même si c'est juste pour les petites balades à la journée, hein, parce que voilà, c'est des choses qu'on peut rencontrer. Donc voilà, avoir une trousse de soins pareil, vous avez le minimum sans devoir retourner à la pharmacie à chaque fois qu'il y a quelque chose. Bon, j'ai pas ajouté après parce que c'est plus du quotidien, mais voilà, sérum physiologique éventuellement pour moucher le nez. Voilà, les petites crèmes de l'enfant. Après, les choses du quotidien à emmener également. Donc voilà, ça c'était un peu globalement une checklist de quoi mettre dans vos valises. Donc n'hésitez pas à l'imprimer ou à la faire pour vous. Et puis au fur et à mesure, ça vous permet de tout recocher et d'être sûr de rien oublier le matin même du départ. C'est un bon moyen de s'apaiser l'esprit avant de partir. Alors, si on parle un petit peu des trajets, donc déjà, quels que soient les trajets, alors plus les trajets où il y a des horaires, euh, prenez toujours une marge de manœuvre, encore plus avec des enfants, parce qu'entre le fait de rejoindre le lieu, enfin la gare ou l'aéroport, alors si vous avez des transports en commun avant, des taxis, des choses comme ça, ben voilà, faut prévoir qu'il y ait du retard. Faut prévoir qu'il y ait un petit vomito avant de partir, une pause pipi supplémentaire. Voilà, on peut avoir pas mal de pauses supplémentaires avec des enfants, donc prévoyez large, quitte à devoir attendre, mais pour pas être stressé au dernier moment. Euh, Après, conseil assez général, quel que soit le moyen de transport, si vous avez des enfants qui dorment facilement, que ce soit en voiture ou dans les transports, évitez, pardon, essayez, excusez-moi, essayez de choisir, alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en pratique, c'est pas forcément simple, mais de prendre des temps de transport éventuellement sur les heures de sieste, quand c'est des petits trajets, et puis éventuellement après de prendre des transports sur une partie de nuit, quand c'est des longs trajets, parce que j'ai envie de dire, plus l'enfant passe de temps à dormir ou à se reposer, moins c'est long pour lui, et puis plus c'est facile pour vous. Et idem en voiture, c'est souvent ce qu'on fait l'été, hein, ou partir très très tôt dans la nuit ou arriver tard. Alors, selon les possibilités, selon les locations, selon plein de choses, hein. Mais voilà, si vous arrivez à caser des heures de sommeil sur le trajet, en fait, ça facilite la vie de tout le monde. Et si vous avez un bébé qui dort facilement en portage ou en poussette, voilà, dans le train, vous pouvez arriver à caser la poussette ou à vous promener en portage. Bon, dans l'avion, ce serait uniquement le portage, on va y revenir. Et dans la voiture, il faut qu'on ait forcément un bébé qui accepte de dormir dans un siège auto, mais voilà, ça peut vous faire gagner quelques heures de tranquillité, si je peux dire, et de trajet qui passe rapidement pour tout le monde. Donc voilà, la marge de temps, je vous en ai parlé. Et puis, gardez vraiment avec vous ce petit sac de survie pour le trajet, pour vraiment avoir tout sous la main s'il y a besoin. Et puis, pour pouvoir aussi occuper les heures d'attente avant de prendre le transport nécessaire. Euh, et puis, même sur des petits, on a un peu moins besoin de rentrer dans les détails, mais sur des enfants qui commencent à bien comprendre tout ce qui se passe, j'ai envie de dire, 1 an, 18 mois, c'est vraiment important d'expliquer. Puis chez les plus grands, encore plus en détail, expliquez-leur toutes les étapes. Expliquez-leur les moments où ça ne va pas être drôle, où il va falloir attendre et patienter, où ça risque d'être long. Expliquez-leur si vous devez prendre plusieurs moyens de transport. Voilà, vraiment donnez-leur un maximum d'informations. Plus ils savent ce qui va se passer, plus ils sont préparés, plus ce sera facile. Plutôt que voilà, de savoir qu'on va à la mer en vacances, je ne sais où, mais du coup, on n'a pas en tête, alors je parle de on, l'enfant, l'enfant n'a pas en tête que du coup, il va falloir attendre, il va falloir prendre un train, que ça va être long, qu'il va falloir faire la sieste. Voilà, plus il est préparé, plus il le sait, plus ce sera quand même facile. Donc voilà, toujours verbaliser, j'ai envie de dire, c'est valable pour tout sujet, mais n'oubliez pas de bien expliquer les choses à vos enfants. Alors, si on détaille un petit peu tout ce qui est voiture. Alors pareil, hein, on reste sur du petit conseil pratico-pratique. Bon, les pauses régulières, je crois que tout le monde l'a en tête. Et c'est d'autant plus important avec des enfants. Alors, ces 2 heures, c'est la proposition de référence. Après, si vous avez des enfants qui sont en train de dormir en pleine sieste et que tout va bien, n'allez pas vous arrêter volontairement au bout de 2 heures et casser la sieste.
vous avez le droit de prolonger un tout petit peu pour essayer qu'ils finissent leur sieste, hein. Mais voilà, vraiment les pauses régulières pour tout le monde et pour la sécurité du conducteur et pour le bien-être de tous les habitants de la voiture, c'est important. Après, n'hésitez pas, c'est pareil, essayez de prendre le temps pour le trajet et de vous dire que vous avez de la marge pour les pauses. Et c'est pareil, si vous trouvez des petites aires de jeu, des choses comme ça, pour que les enfants puissent courir un peu, parce qu'ils en ont vraiment besoin, hein. Ils sont quand même attachés, notamment les petits, ils sont quand même attachés sans pouvoir bouger du tout dans leur siège. Là où nous, adultes, on a de la marge de manœuvre dans la ceinture, on peut bouger, on peut se repositionner. Les bébés, jusqu'à temps d'être avec une ceinture adulte dans un réhausseur, ils sont quand même sanglés sans pouvoir bouger, sans pouvoir se remettre dans une autre position. Donc quand même, le trajet est d'autant plus difficile pour eux, et notamment avec des coques, ou alors on a la clim aujourd'hui dans les voitures, mais avec des coques quand même qui peuvent leur tenir chaud. Donc voilà, plus les enfants vraiment en âge de marcher, là, même les petits, hein, et de se déplacer, peuvent bouger, peuvent aller jouer, peuvent aller grimper un peu, plus ça leur fait du bien et plus ça va faciliter aussi la suite du trajet. Donc voilà, c'est des petits détails, mais qui peuvent faciliter les choses. Pareil, n'hésitez pas à faire pique-nique en extérieur pour qu'ils puissent aller jouer, se poser un peu plutôt que d'aller s'installer dans une halle ou dans un lieu fermé où ils ne doivent pas bouger à table. Voilà, tout ce qu'ils peuvent gambader et prendre l'air entre deux, ça leur fera que du bien. Après, petit détail, si vous partez en altitude, de faire des paliers réguliers. Alors souvent, on conseille tous les 500 mètres. Pas forcément des gros paliers, mais juste de s'arrêter un petit peu pour que l'enfant puisse déglutir, de vérifier s'il n'a pas l'air d'avoir mal aux oreilles ou de mal vivre la montée. Et puis après, vous repartez tranquillement. Mais voilà, c'est des choses importantes aussi pour le confort. Euh, Idem dans les grandes règles de ne pas laisser les enfants seuls dans les voitures. Même si c'est peu de temps, il faut vraiment se dire qu'une voiture où on arrête la climatisation avec des grosses chaleurs, la température monte très vite, d'une part. De deux, ils ont besoin de rester sous surveillance. Et de trois, si pour X raison, vous ne revenez pas tout de suite. Bref, quand vous sortez, même pas longtemps, prenez votre bébé ou votre enfant avec vous. S'il n'y a personne dans l'habitacle, ne les laissez pas seuls. Et puis après, voilà, sur le confort en voiture, des petites choses, mais par soleil, pour pas que l'enfant ait le soleil tout le trajet dans la figure. Alors, il y a les pare-soleil classiques qui sont bien pour quand l'enfant est éveillé. Il y a des pare-soleil qui obscurcissent entièrement, vraiment, qui sont complètement noirs. Et si vous avez un enfant qui dort en voiture, qui fait la sieste, ou qui a un début de nuit ou une fin de nuit à faire en voiture, c'est pas mal, parce que vraiment, ça lui fait un petit cocon, si je peux dire, où il fait quand même pas nuit entièrement, mais relativement sombre. Et ça peut vraiment faciliter le sommeil. Donc voilà, éventuellement, vous pouvez avoir les deux. La climatisation en voiture, oui, forcément, parce que sinon c'est invivable. Essayez de ne pas mettre des températures trop basses, pas trop fortes, pas trop basses par rapport à l'extérieur. Et puis d'avoir des petits jeux, des petites occupations pour le trajet. Donc, boîte à histoire, on en a parlé. Alors après, il y a tous les petits jeux où on occupe les enfants. Bon, c'est la vie de parents. C'est pas forcément simple s'il y a des heures et des heures de voiture, mais voilà, les petits jeux selon l'âge de l'enfant. Alors, chanter chez les tout petits, leur montrer des petites choses, et puis chez les plus grands, chercher des voitures de telle couleur, chercher des plaques d'immatriculation, des numéros, chercher des panneaux. Enfin voilà, tous les jeux où on est vraiment en interaction avec l'enfant, des jeux de questions-réponses, des devinettes. Donc voilà, là, ça demande beaucoup d'énergie en tant que parent, mais ça les occupe bien. Si vous avez des enfants qui sont pas malades en voiture, après, n'hésitez pas à avoir éventuellement des petites tablettes à poser sur eux pour. Alors, je parle de tablettes matérielles, hein, pas de tablettes informatiques. Mais voilà, il y a des petites tablettes qui sont plutôt bien, où l'enfant peut dessiner. Il y en a même où il y a des dessins avec des feutres Velleda qu'on peut effacer, refaire. Et puis, ça leur permet éventuellement de jouer aussi avec des petits objets. Voilà, il faut juste avoir un enfant qui n'est pas malade en voiture, parce que sinon, le fait de regarder sur une tablette, c'est comme de regarder le livre. Forcément, ça peut augmenter les envies de vomir. Mais si on a un enfant qui supporte bien la voiture, ça peut vraiment permettre de bien les occuper. Et après, n'hésitez pas à emmener, alors je ne vais pas le redétailler sur tous les moyens de transport, parce que c'est un peu la même chose. Il faut vraiment des choses pratiques qui s'éparpillent pas partout, mais
des petits personnages type Lego, des choses comme ça, voilà, où l'enfant peut faire ses petites histoires, ça peut bien fonctionner. Tous les jeux aimantés, il y a plein de jeux différents, hein. Les petits Smart Max, des petits, je sais plus, les petits magnétiques, des choses comme ça. Du coup, ça tient quand même plutôt bien. L'enfant peut faire des constructions et une fois qu'on les range, ça prend pas de place. Donc ça, c'est des petites choses aussi qui peuvent aider. Et puis des petits magazines où il y a des choses. Alors là, je parle plus de plus grands, où il y a des petits jeux, des petites choses à faire dedans. Voilà, tout ce qui prend pas de place, qui est pas trop petit, qui risque pas de tomber, et qui peut occuper un moment, bah, allez-y, faites un. Tant pis si vous avez un sac à dos de plus, surtout en voiture, mais plus vous avez un peu de la ressource pour les occuper, bah, mieux c'est. Voilà un petit peu les tips. Alors, je ne sais plus si j'en parle après du mal des transports. Oui, j'en parle là. Alors, sur les enfants qui vont avoir le mal des transports, bon, déjà, prévoyez les rechanges, prévoyez les sacs plastiques. C'est pas confort, mais plus vous êtes équipé, ben, moins vous vivez mal les choses. Prévoyez les lingettes. Donc ça, c'est vraiment sur le moment où. Après, alors en traitement préventif, il existe pas mal de choses et j'ai envie de dire, faut tester sur ce qui marche. Il y a tout ce qui est homéopathie. Ça marche ou pas, je ne sais pas vous dire, ça ne risque rien d'en donner. Il y a pas mal de petites choses, alors ou en sirop ou en stick, ou ça existe en sucette avec du gingembre dedans. Et franchement, plutôt efficace pour avoir testé même de manière perso. Ça marche plutôt bien. Après, il y a des petits bracelets avec des points d'acupression là, sur le poignet. Je ne connais pas trop, mais je pense qu'il peut aussi y avoir des bons retours. Et il y a des lunettes. Alors, c'est assez particulier. J'ai appris ça récemment. Euh, des lunettes où vous avez du liquide sur l'extérieur des vitres de lunettes, des carreaux de lunettes. Et en fait, du coup, le liquide va bouger en même temps qu'au final que les mouvements de la voiture. Et du coup, ben, ça, comment dire, ça réorganise un petit peu au niveau de la vue. Et ça évite cette notion de, bah, en fait, je ne vois pas que ça avance, mais mes oreilles sentent, enfin, mes oreilles internes sentent qu'il y a un mouvement et c'est ça qui crée les nausées. Et du coup, ça rééquilibre ça et a priori, ça marche très bien. Donc ça, plus pour des enfants que pour des bébés. Mais a priori, ça fonctionne très bien. Donc ça peut être aussi une astuce à tester. Donc voilà, ça fait un petit panel de choses à tester. Et franchement, les sucettes au gingembre, voilà, ça c'est de l'expérience perso pour avoir été très sceptique quand on les a proposées en pharmacie. Bon, alors c'est une sucette, c'est un bonbon, ok, c'est un voyage, donc pourquoi pas, c'est de l'exceptionnel. Alors ça vous achètera pas 10 heures de voyage, hein, forcément, mais sur des trajets un peu plus courts ou des débuts de trajet un peu compliqués, bah, au final, ça occupe l'enfant déjà, le temps de manger la sucette, et du coup, ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc en mettant bout à bout ou les petits sticks ou les sucettes ou les petits bracelets à l'acupression et puis les lunettes avec le liquide, ça peut quand même vous permettre d'éviter au maximum les désagréments. Et puis après, il faut quand même avoir toujours ce qu'il faut au cas où. Je vois toutes vos petites questions au fur et à mesure, on refera la pause tout à l'heure, comme ça on checkera tout. Donc voilà un petit peu ce qui est spécifique voiture. Après, si on parle un petit peu plus du train, bon, du coup, on a déjà parlé un petit peu de la prise de marge pour être sûr de ne pas louper les horaires. Donc, les petites activités, ben, ça va être un petit peu comme en voiture, à la différence près qu'il faut éviter toutes les activités trop bruyantes euh, pour les autres passagers. Bon, en voiture, c'est vous, parents, qui supportez le bruit, donc ça, c'est votre jauge qui va définir le type de jeu. Voilà, en train, il y a quand même beaucoup plus de monde dans le wagon, donc plus vous êtes sur des jeux calmes, mieux c'est. Et on en revient aux petits livres, aux petits magazines, les autocollants et les gommettes qui peuvent vraiment bien marcher et qui peuvent les tenir à un certain moment. Voilà, petits jeux aimantés également. Et puis boîte à histoire. On en revient toujours un peu aux mêmes activités. Après, chez les plus grands, il y a tous les petits jeux de société aussi en mode voyage qui peuvent fonctionner. Voilà, il y a pas mal de. On est plus sur de l'activité manuelle et puis du petit jeu, des choses qui prennent pas de place et qui vont permettre de les occuper. Après, bah, mine de rien, les collations, les pique-niques, ça peut aussi vous occuper pas mal toute la famille. Donc pareil, si vous êtes sur des horaires de repas ou à peu près les horaires de repas, bah, éventuellement gardez le pique-nique ou gardez le repas pour le voyage parce que ça vous occupe déjà un moment.
Si on arrive à avoir un repas et une sieste, ça vous fait une paire d'heures de passer. Et puis après, pour le confort de tout le monde, si vous arrivez à avoir des places ou dans les wagons famille, ou comme ça, vous n'êtes pas stressé si vos enfants font un peu de bruit, ou juste près des portes du wagon pour pouvoir sortir facilement, laisser vos enfants aller vadrouiller un peu dans les couloirs et puis pouvoir faire des petits allers-retours ou pouvoir aller bercer bébé dans l'entre-deux wagons. Pareil, vous serez moins stressé que si vous êtes en plein milieu d'un wagon ou coincé le long d'une fenêtre. Donc ça, c'est des petites choses toutes simples, mais voilà, quand vous réservez les billets, essayez de regarder un peu l'emplacement. Ça peut clairement vous faciliter la vie. Et si on parle de l'avion, les petites différences encore. Donc au niveau décollage, atterrissage, bon ça on l'a souvent en tête pour éviter justement tout ce qui est mal aux oreilles. Essayez de faire déglutir votre bébé, donc ou tétée ou biberon, alors que ce soit lait, eau ou même tétine, hein. Mais voilà, qu'ils soient en train de téter quelque chose et de déglutir. Donc, ça marche mieux si c'est un liquide ou quelque chose à boire que la tétine, mais la tétine fonctionne aussi voilà, pour que ça puisse éviter les douleurs aux oreilles. Euh, Essayez de mettre votre bébé dans des tenues et enfants aussi, hein, comme on est quand même assis sur des petites places pour un certain moment. Tout bête, éviter les bretelles qui serrent, éviter les pantalons qui serrent. Voilà, plus l'enfant est habillé large et confort, mieux il sera. Des tout petits, j'ai envie de dire, s'ils sont en pyjama, ils seront très bien ou en body. Voilà, plus ils sont cool pour le trajet, mieux c'est. Avec des rechanges, pas loin, toujours dans votre petit sac. Euh, on en revient à toutes nos petites occupations, j'ai envie de dire que les mêmes que pour les autres moyens de transport. Après, voilà, donc on n'est pas là pour parler écran, on n'est pas là pour faire un débat sur les écrans. Moins on utilise d'écran, mieux c'est. Alors surtout chez les tout petits, vraiment. Une fois qu'ils ont passé 3, 4, 5 ans, si vous avez 6, 8 ou 10 heures d'avion, alors si vous avez la nuit dans l'avion, j'ai envie de dire c'est parfait. Si à un moment vous avez des heures et des heures à passer quand les enfants sont éveillés, écoutez, si vous n'êtes pas parent parfait et qu'à un moment vous mettez des petits jeux ou des petits dessins animés sur une tablette, pourquoi pas. Voilà, il faut vraiment remettre dans le contexte. Alors, je vous dis, on ne va pas parler prévention écran et plus on s'en passe, mieux c'est. Mais après, il y a des exceptions, il y a des moments voilà, de trajet, de transfert qui ne sont pas faciles pour tout le monde quand c'est long. Et des fois, on a le droit, comme on dit, d'acheter la paix, de faire que l'enfant le vit bien, que le parent le vit bien, parce qu'à un moment, occuper son enfant pendant des heures assis sur place, c'est hyper compliqué. Donc, si votre enfant s'occupe avec des petits jeux, des gommettes, des magazines, des machins et sa boîte à histoire, on est bien. Si à un moment c'est impossible, vous ne serez pas un mauvais parent parce que vous dégainez la tablette ou un petit dessin animé. Donc voilà, prévenez bien l'enfant que c'est un moment particulier, que c'est occasionnel, mais ça peut aussi être une option. Donc, un peu comme dans le train, hein, plus vous allez être au milieu de l'allée, auprès de l'allée centrale, plus vous pourrez vous balader dans les couloirs, plus l'enfant pourra se déplacer, plus ce sera facile. Idem sur les repas, les siestes, voilà, et éventuellement la nuit qui peuvent vous occuper. Et pour les tout petits, vous pouvez aussi avoir une nacelle dans l'avion. Ça, c'est pareil, c'est à la réservation. N'hésitez pas à demander la nacelle parce que du coup, ça vous facilite la vie. Voilà un petit peu. Déjà sur les trajets, est-ce qu'il y a des questions, Steve, si vous voulez me faire un petit peu? Alors, on n'a pas de questions, on a quelques remarques où les gens sont plutôt d'accord hein, sur les bons Parfait. conseils. Donc, tout va bien. C'est-à-dire qu'on est dans le vrai et que c'est déjà pour certains, on utilise déjà ces petits conseils et ça fonctionne bien. On parlait du cahier à l'eau notamment, qui est apparemment un bon tips. Oui, j'en reparle après de la peinture à l'eau. Je l'ai mis dans les listes d'occupation pour les vacances parce qu'effectivement, ça ne salit pas, c'est pratique, ça ne prend pas de place. On peut le refaire 50 fois. Et oui, je valide. Je valide. Super, merci pour le partage. Et top, je vais continuer alors. Alors voilà, donc les idées d'occupation, alors c'est vraiment juste un petit tableau, hein. Mais c'était pour se donner quelques petites idées parce que bon voilà, c'est ce que je disais, il y a la plage ou les vacances où il y a plein de choses prévues, les voyages et on se pose pas de questions. Et puis il peut y avoir les vacances un peu plus au calme ou avec une mauvaise météo où il faut quand même les occuper. Donc voilà, j'avais essayé de faire un petit truc
très succinct, mais pour vous donner des pistes d'idées. Alors, chez les tout petits, vraiment moins de 1 an, les enfants qui ne sont pas encore marcheurs, les petits jouets d'éveil, un petit peu les mêmes dont je vous parlais pour les transports. Petits jouets d'éveil, d'avoir un petit tapis pour poser bébé au sol, les petits livres, enfin voilà, tous les petits jeux habituels, si vous pouvez en avoir quelques-uns avec vous pour que bébé puisse s'occuper, voilà, ça suffit. Et puis à l'extérieur, sur des tout petits, j'ai envie de dire, toutes les balades que vous pouvez faire en portage ou poussette, mine de rien, c'est de la découverte pour l'enfant. Et puis ne pas hésiter à raconter à l'enfant, j'ai envie de dire, comme je me propose moi sur le quotidien, mais de raconter à l'enfant ce qu'on voit, ce qu'on découvre, lui faire écouter les sons, lui faire observer l'environnement, la nature. Enfin voilà, des choses vraiment toutes simples chez les petits, mais mine de rien, vous pouvez profiter des vacances pour leur montrer plein de nouvelles choses. Après, les enfants d'âge préscolaire, voilà, quand on arrive à l'âge de la marche, où l'enfant a des jeux plus élaborés, pareil, si vous pouvez avoir voilà, vos petites gobettes, éventuellement quelques petites briques de construction, un petit poupon à emmener en vacances avec le poupon, avec tous les jeux d'imitation classiques, hein, à nourrir, à faire dormir. Ça prend pas beaucoup de place et ça, souvent, c'est des choses qu'ils aiment bien. Et éventuellement tous les petits jeux là, qui tirent. C'est pareil, on peut éventuellement avoir des toutes petites choses. Mais voilà, ça peut vous occuper l'intérieur. Et puis à l'extérieur, c'est là où ça devient un peu plus facile déjà du moment où ils se déplacent. Et surtout en été, donc tout ce qui est les petits jeux avec des cuvettes d'eau, avec des petits tupperwares avec de l'eau, transvasement de tout ce que vous voulez, hein, de sable, de petits cailloux, voilà, ça c'est du jeu facile en extérieur qui fonctionne bien. Tout ce qui va leur permettre un peu de grimper, de faire de la motricité, donc j'aime dire tous les petits parcs divers et variés, ça leur plaît aussi. Et puis après, pareil, tout ce qui est environnement, découverte de la nature, des animaux, voilà, toutes ces choses-là que vous pouvez faire sur des petites sorties, c'est de la découverte garantie, donc voilà un petit peu. Après, enfant plus grand, plutôt âge de la maternelle, c'est là où on va pouvoir aussi commencer à emmener pas mal de petits jeux de société. Je vous en parlais aussi, des petits Lego, Playmobil, Polly Pocket, enfin voilà, tout ce que vous voulez, divers et variés de petits personnages. Ça prend pas beaucoup de place. Et ils peuvent faire leurs petites histoires avec, donc ça, c'est plutôt pas mal. Les livres, les cahiers d'activité aussi, qui marchent plutôt bien. Et du coup, la fameuse peinture à l'eau. Donc voilà, ça, c'est des petites idées aussi qui prennent juste un petit sac et puis qui peuvent leur permettre d'avoir pas mal d'occupations. Et puis après, tout ce qui est en jeu de société, il y a pas mal de petits jeux de cartes, de petits jeux pocket aussi qui marchent plutôt bien et vraiment qui prennent pas de place. Et puis, à l'extérieur, on commence à pouvoir faire beaucoup de choses avec eux. Donc, des parcs divers et variés. Bon, tout ce qui est jeux d'eau et transvasement, même chez les plus grands, ça marche très bien. Et puis, vous pouvez commencer vraiment à prévoir des sorties ou des choses avec vraiment de la découverte, des explications. Donc, je veux dire, tout ce qui peut être parc à thème, même des musées particuliers, alors assez interactif et assez ludique, mais on peut commencer à vraiment découvrir le lieu où on est. Donc, ça peut être intéressant. Après, tout ça, ça reste des idées. J'ai envie de dire, si vous êtes en vacances à la mer et que c'est plage tous les jours, c'est parfait. On a du transvasement, on a de l'eau, on a du jeu, on a du ballon, de la course. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres idées. Mais je parle vraiment plus si vous vous dites, tiens, il va falloir qu'on occupe les vacances pour vous donner un petit peu des. Et puis, chez les plus grands, là, ils sont quand même plus autonomes une fois qu'ils sont en primaire. Donc, on en revient toujours à la lecture, à tous les jeux tous les livrets d'activités, les livrets de jeux. Pour l'été, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez sympas. Jeux de société, jeux de construction, pareil, avec des petites briques, des petites choses qui ne prennent pas de place. Et puis après, si vous avez un peu l'âme bricoleuse ou que votre enfant aime ça, c'est aussi de faire des petits bricolages tout simples avec des feuilles, des bâtonnets de bois, des choses que vous avez ramassées. Donc voilà, ça peut être assez sympa aussi d'innover avec des petites choses comme ça. Et puis pareil, d'organiser à l'extérieur un petit peu plus de sorties, de choses
fun, si je peux dire, avec des petits défis. Il y a souvent pas mal de choses, des parcours un peu aventure ou des parcours en forêt, des choses comme ça, de l'acrobranche. Et puis là, on peut commencer vraiment à faire des visites un peu plus spécifiques. Donc voilà, ça c'est plus des idées chez les plus grands. J'ai envie de dire que souvent c'est plus facile chez les plus grands. Mais voilà, ça peut vous proposer quelques petites idées si besoin. Souvent, le plus dur, c'est quand même de les occuper, j'ai envie de dire, en intérieur quand il fait pas très beau et qu'on n'est pas chez soi. Donc, c'est là où toutes les petites choses qui prennent pas de place et puis qui peuvent occuper quelques heures euh, peuvent vraiment faciliter la vie. Donc, voilà, c'était quelques petites idées pour vous donner des pistes. Et du coup, je voyais qu'il n'y avait pas de questions ou de remarques particulières. Donc, on va pouvoir continuer avec tout ce qui est risque et prévention vraiment pour les choses spécifiques à l'été. Alors, à propos du soleil, on est dedans en ce moment. Prévention de tous les risques liés à la chaleur et au soleil. Alors, ce qu'on craint vraiment, c'est le coup de soleil et tout ce qui est insolation et coup de chaud. Alors, je pense que les grandes règles, vous les avez en tête. Je vous les ai remises, mais c'est souvent des choses qu'on connaît. Éviter toutes les heures très chaudes d'exposition chez les petits. Et j'ai envie de dire presque chez nous, les adultes aussi, hein, quand il fait canicule. Mais notamment chez les petits qui régulent quand même moins bien la température. Donc, prioriser les sorties le matin assez tôt, en fin de journée, et puis la journée, rester au frais le plus possible. Donc, vous avez besoin de les occuper. Euh, Systématiquement, chapeau, casquette, lunettes, éventuellement t-shirt anti-UV ou des petites choses qui couvrent un peu les épaules quand il fait vraiment très chaud et beaucoup de soleil pour éviter justement les coups de soleil. La crème solaire systématique à remettre plusieurs fois dans la journée. On compte à peu près 2 heures d'efficacité. Donc réappliquer de la crème régulièrement. Et puis proposer-leur à boire. Alors des tout petits non diversifiés, vraiment proposer ou des tétées plus régulières, ou leur lait, ou éventuellement de la solution de réhydratation plutôt que de l'eau pure. Et puis après, chez les plus grands, boissons à volonté, de l'eau vraiment principalement. Mais voilà, hydratation vraiment régulière, c'est important. Et puis, alors j'ai envie de dire, dans le même thème, éviter vraiment chez les petits le soleil direct. Alors, je ne parle pas juste d'une balade où il faut passer au soleil, mais à la plage, je ne sais pas, des pique-niques, des choses comme ça, essayer d'avoir les parasols, éventuellement les petites tentes, de vous mettre sous des arbres à l'ombre. Éviter l'exposition directe en plein soleil, parce que vraiment, ça peut les faire surchauffer plus rapidement, si tu veux. Ok, quels sont un petit peu les signes et les choses à surveiller justement en période de forte chaleur? Le coup de soleil, c'est vraiment des endroits rouges localisés sur la peau. Je pense que tout le monde connaît. Alors, l'enfant qui a un tout petit coup de soleil sur un petit endroit du corps, sur un petit rond, un petit peu sur l'épaule, quelque chose comme ça, c'est un rond rouge, c'est localisé, c'est pas étendu. La peau est rouge, mais il n'y a pas de cloque, il n'y a pas de signe particulier. Ok, on peut mettre de la crème apaisante. Par contre, si c'est un coup de soleil qui prend quand même une grosse surface du corps, je ne sais pas, qui vous prend le thorax ou qui est étendu dans le dos, que la peau est vraiment très chaude, que vous voyez qu'il y a des cloques, qu'il y a des signes particuliers, en fait, plus qu'une rougeur, mais qu'il y a vraiment comme une brûlure, là, il faut consulter rapidement. Surtout chez des petits qui n'ont pas la même répartition de la surface corporelle que nous. Vraiment, il faut consulter rapidement si c'est des coups de soleil importants. Après, sur tout ce qui est coup de chaud, c'est un enfant qui va avoir de la fièvre. Euh, alors, insolation, c'est plutôt des petites fièvres et vraiment, le coup de chaud, ça peut être des fortes fièvres. Mais voilà, du moment où un enfant a de la fièvre après avoir passé une journée par forte chaleur ou une journée au soleil, un enfant qui a très soif, qui a les lèvres vraiment très sèches ou qui fait peu pipi, qui est rouge, et vraiment on le voit, qui a le visage rouge, le corps rouge et qui est chaud, vraiment comme s'il avait beaucoup de fièvre partout. On a ça comme signe qui doit vous alerter. Un enfant qui est somnolent, qui est plus apathique que d'habitude, qui est moins tonique, que vous trouvez un peu HS, quoi, si je peux dire. Il faut aussi s'alerter. Ou à l'inverse, qui est très excité, qui est assez incohérent, assez désordonné dans ce qu'il peut dire et faire.
Et puis, un enfant qui semble déshydraté aussi, donc les yeux creusés, voilà, l'absence d'urine dans la couche, la fontanelle creusée chez les petits. Voilà, sur ces signes-là, alors pas forcément tous, hein, mais si vous avez déjà 2 signes, il faut consulter en urgence. Donc n'hésitez pas à appeler le 15. Alors, il faut probablement aller aux urgences, mais n'hésitez pas vraiment à faire le 15, à appeler le SAMU en priorité, pour qu'un médecin réévalue avec vous les symptômes et puis qu'il puisse vous guider. Est-ce que urgence? Est-ce que maison médicale de garde? Est-ce que voilà, structure de soins alternative? Mais voilà, sur plusieurs signes comme ça, il ne faut vraiment pas attendre. Ça peut être des choses quand même très importantes. Donc, n'hésitez pas à appeler. Comme je dis toujours, on ne vous reprochera jamais d'avoir appelé alors qu'il n'y avait pas besoin chez un tout petit. Donc voilà, un bébé, un enfant, comme je dis toujours, hein, dans mes ateliers de premier secours, un enfant que vous trouvez pas comme d'habitude, il y a un truc où vous dites, ah, je sais pas, ça cloche, il est bizarre au niveau de sa coloration, au niveau de ses réactions, au niveau de son tonus, au niveau de quoi que ce soit. Vous consultez systématiquement en urgence. Il peut aussi y avoir des vomissements, éventuellement sur un enfant qui a fait un coup de chaud. Donc voilà, toutes ces réactions-là, période de chaleur ou enfant qui a été exposé au soleil, appel auprès du 15. Après, sur des choses, j'ai envie de dire, un peu plus préventifs, si on parle d'endroits où vous avez des jardins, des extérieurs, alors que c'est un petit peu catalogue de sécurité, mais ça vous redonnera des idées. S'il y a des jeux sur place, des structures, vérifiez les jeux avant de laisser les enfants y aller. Tout bête, hein, vérifier que la balançoire n'est pas cassée, qu'il n'y a pas je sais pas, des bouts de ressort, des bouts de fer, des choses qui dépassent. C'est tout bête, mais pour la sécurité, c'est important. S'il y a un jardin, des choses que vous ne connaissez pas, pareil, vérifiez que le matériel est rangé, qu'il n'y a pas de choses coupantes qui sont laissées à hauteur ou à disposition d'enfants, de produits de bricolage, de choses comme ça. Si c'est un jardin où les enfants peuvent sortir seuls, vérifiez que les clôtures ferment, pardon, et que votre jardin est bien fermé. Sur des tout petits, alors c'est dur de donner des âges, hein. Moi, je dirais bien au minimum jusqu'à 3 ans, qu'ils soient quand même surveillés du coin de l'œil en permanence. Alors, les tout petits, surveillance rapprochée, mais même des plus grands, où on se dit qu'ils gèrent quand même à peu près et qu'ils sont grands. Il faut vraiment avoir en tête qu'un enfant, jusqu'à 6-7 ans, il raisonne vraiment sur l'émotionnel. Donc, même si c'est un enfant qui est, entre guillemets, qui est sage, qui écoute bien les consignes, qui a bien compris ce qu'il avait le droit de faire ou pas, il suffit qu'il y ait un truc émotionnel qui prenne le dessus, que ce soit Doudou qui est tombé quelque part, qu'il ait peur, que l'enfant, il réfléchit plus avec tiens, on m'a dit que je ne devais pas faire ça ou je sais que je ne dois pas faire ça. Sur des moments où l'émotion prend le dessus, en fait, l'enfant, il raisonne uniquement par rapport à son émotion. Et ça, c'est important. Alors, c'est rébarbatif de rappeler ça tout le temps, mais pour moi, c'est important de le garder en tête que même si votre enfant s'arrête devant la route pour traverser quand vous êtes avec lui, je sais pas, je parle d'un enfant de 3-4 ans même, que quand il fait du vélo, il s'arrête régulièrement, qu'il fait tout bien et qu'il sait tout, qu'il a bien intégré les règles de sécurité. Dites-vous que le jour où c'est Doudou qui passe, je sais pas, par-dessus le balcon ou le ballon qui part au milieu de la route, c'est pas dit que l'enfant ne se mettra pas à courir pour rattraper Doudou ou passera pas par-dessus le balcon pour rattraper Doudou ou pour aller chercher le ballon. Parce que le moment où l'émotion prend le dessus, le reste est déconnecté. Donc voilà, j'insiste là-dessus, mais ils ont un beau être pardon, aussi sages qu'ils peuvent l'être. Ça reste des enfants et ça reste des enfants guidés quand même par leurs émotions. Donc voilà, donc quand même une petite surveillance, même si c'est à distance pour des plus grands, mais quand même vérifier un peu ce qui se passe. Après, vraiment, en cas de chaleur, c'est attention aussi à tout ce qui peut être brûlant quand les enfants sortent nu-pieds ou des jeux en métal, notamment les toboggans. Attention, c'est tout bête, mais il peut y avoir des brûlures. Bon, piscine, on va reparler des risques de noyade, donc pas de sortie en autonomie s'il y a une piscine dans le coin de toute manière, enfin une piscine non protégée. Et puis, ce qui peut être bien, alors pas pour un jardin individuel, mais quand vous sortez, quand vous allez n'importe où, hein, la plage, les parcs, les endroits où il y a du monde, en tips, alors je ne l'ai pas remis là, mais c'est de les habiller avec des couleurs vives, avoir un chapeau spécifique, des choses comme ça, déjà pour les repérer plus facilement. Et puis, tout ce qui est bracelet d'identité. Euh, Ils en vendent, on en trouve vraiment facilement maintenant des petits bracelets où on met un nom et un numéro de téléphone. C'est tout simple, mais voilà, une fois que vous savez que votre enfant a le bracelet, mine de rien, si jamais il se perd,
on peut vous appeler directement et ça peut vraiment faciliter les choses. Donc, c'est des petites habitudes à prendre, mais une fois que vous habituez votre enfant à mettre le petit bracelet et que vous vous y habituez, hein, mais ça peut être valable aussi pour les transports en commun au quotidien. Voilà, vous savez que votre enfant, il a son bracelet, vous lui avez expliqué, il sait qu'il a votre numéro accroché. Ça peut être vraiment facilitant et vous donner des petits tips. Steve, vous vouliez… Hop là. Je pensais que vous vouliez Non, intervenir. moi, j'ai mis une remarque pour Thierry sur le bracelet, puisqu'on a une solution qui est plutôt pas mal sur les bracelets avec la possibilité de mettre les allergies des enfants, les coordonnées des parents, etc. Et on a quand même une question. On n'avait pas prévu en effet d'en parler, mais en fait, c'est un service qui est proposé par Harmonie Mutuelle qui s'appelle le bracelet rouge. On ne va pas interférer. Je vous mets le lien, comme ça vous pouvez aller découvrir le bracelet rouge si vous souhaitez. Et je repasse la parole à Steve. Ouais, on a une question de Caroline, une petite help, puisque son enfant qui a un an et demi n'aime ni les lunettes ni les chapeaux, il les enlève tout le temps. Est-ce qu'il y a une solution alternative? Je réfléchis. À part des petits… Alors, non, j'ai pas de solution hyper efficace en tête, à part les petites lunettes avec des élastiques derrière, des petites choses comme ça qui vont tenir un petit peu plus. Et puis sur le chapeau ou la casquette, alors c'est tout, il est encore tout petit, mais mine de rien, c'est des trucs tout simples, hein, lui faire choisir entre deux casquettes, entre deux chapeaux, celui qu'il aime le plus, c'est des trucs tout bêtes, mais mine de rien, même à cet âge-là, si vous commencez à l'impliquer un peu, ça peut aider. Lui montrer que papa, maman, que tout le monde met une casquette, lui montrer que les autres gens, ils ont des casquettes, des chapeaux, des lunettes. C'est tout bête, hein, mais comme on agit beaucoup sur l'imitation, voilà, si je ne sais pas où vous serez, mais à la plage ou dehors, vous lui montrez que tout le monde en a. Ça peut faciliter un petit peu les choses. Et mince, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, puis après, tout simple aussi, les petits chapeaux ou casquettes qui ont des petites attaches. Alors, je sais, vous avez peut-être déjà testé. Mais éventuellement, ça peut aider. Et puis après, tous les moments où il est, je ne sais pas si des fois il est en poussette ou en portage, essayer d'utiliser les ombrelles, les choses comme ça. C'est les principales petites choses auxquelles je pense qui peuvent éventuellement aider un petit peu. Mais non, je n'ai pas d'astuce magique à part, voilà, lui, vraiment, même s'il est petit, hein, il a presque 18 mois, votre loulou, réexpliquer, remontrer que les autres en ont, voilà, faire les petits choix, faire toutes ces petites choses-là pour l'impliquer au maximum et du coup pour qu'il essaye d'accepter au maximum. Mais oui, il y a des enfants pour qui c'est compliqué. Ça marche. Le mimétisme, ouais, ça marche quand même plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, quitte à proposer le chapeau ou la casquette de papa ou de maman, enfin des petites astuces comme ça, mais ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Le montrer, je perds mes mots à force de parler. Le faire voir dans la glace aussi, une fois qu'il a le chapeau ou la casquette. Voilà, faire des petits trucs rigolos, lui montrer à quoi il ressemble, lui dire qu'il est joli, le prendre en photo pour lui montrer. Toutes ces petites choses-là, c'est des petites astuces qui peuvent aider un petit peu, sans magie, mais qui peuvent aider un petit peu. Alors, Josué Couleur, on est pas mal. Donc voilà, et puis vous avez du coup le service des bracelets par Harmonie Mutuelle qui peut être une bonne piste. Vraiment, ça c'est de l'expérience perso aussi, mine de rien, en tant que parent, on est un peu plus zen quand on sait que l'enfant a le bracelet avec le numéro de téléphone. Donc c'est plutôt pas mal. Et les plages, sur les plages, je sais qu'ils en proposent aussi sur les postes de secours. Alors je vais vérifier juste. Hop, chat, alors après, par rapport à tout ce qui est noyade, j'ai envie de vous dire, la seule solution et prévention pour la noyade, c'est la surveillance. Donc voilà, quand vous avez de l'eau à proximité, il faut rester collé à votre enfant. Et vraiment, alors, surveillance, quand vous êtes avec l'enfant, il faut être avec l'enfant dans l'eau, même si l'enfant a une bouée, a des flotteurs, a un maillot de bain, tout ce que vous voulez. Ça ne remplace pas la surveillance et la proximité de l'enfant, ça reste du matériel. Et à un moment, le matériel peut être défaillant, donc c'est vraiment de ne pas être loin de votre enfant, de le surveiller vraiment et de ne pas être en train de faire autre chose en même temps. Et si vous n'êtes pas juste à côté, puisque c'est une toute petite piscine et que vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes en surveillance, soyez en surveillance et pas en train de lire, je sais pas, en train d'aller faire autre chose, regarder votre téléphone, parce que du coup, la surveillance, elle est
elle est minime dans ces moments-là. Donc, vraiment, c'est rébarbatif, mais c'est vraiment de la prévention pure et hyper importante. Et donc ça, c'est la prévention vraiment quand l'enfant se baigne et quand il y a une piscine ou la mer ou un lac ou ce que vous voulez pas loin, c'est vraiment de savoir quel est l'adulte qui surveille l'enfant. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de noyades qui arrivent comme ça. C'est qu'on pense que l'enfant est surveillé par un tel, qui pense que l'enfant est surveillé par tata, qui pense que l'enfant est surveillé par la grand-mère. Et qu'en fait, plus personne ne surveillait l'enfant et que l'enfant est retrouvé dans la piscine ou dans le lac un peu plus loin. Donc vraiment, j'ai envie de dire, passez-vous le relais. Moi, je surveille, ok, tiens, un moment où je surveille plus, un tel, je te donne la surveillance. Et ça paraît idiot de le verbaliser comme ça, mais c'est hyper important pour éviter ces accidents qui sont quand même des accidents bêtes, mais qui peuvent être quand même dramatiques. Donc voilà, donc vraiment surveillance rapprochée et on sait exactement qui surveille l'enfant. Après, il faut qu'ils aient du matériel adapté, donc attention aux bouées trop grandes, aux choses comme ça. Prenez des éléments qui sont vraiment adaptés à leur âge. Et puis, dès que vous pouvez faire, alors que ce soit les bébés nageurs, que ce soit des petits cours de piscine, et que voilà, l'enfant déjà n'a pas peur de l'eau, c'est éventuellement se remettre sur le dos ou se rapprocher du bord, déjà, c'est une sécurité de plus. Donc voilà un petit peu sur la prévention, mais j'ai envie de dire que ça tient en un mot qui est le mot surveillance. Après, vraiment, s'il y a des moments où l'enfant a bu la tasse, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il a bu la tasse, l'enfant, il va bien après, tout va bien, on se détend. Par contre, si après une tasse, entre guillemets, on en revient un peu, comme tout à l'heure, hein, l'enfant n'est pas comme d'habitude. Au niveau de la respiration, il y a une gêne ou il y a de la toux, il y a des vomissements, il est pâle, il n'est pas bien, mal de tête, alors chez les plus grands qui peuvent le verbaliser. Un enfant pareil, apathique, qui est somnolent, qui est vraiment hypotonique et qui est pas normal au niveau du comportement, qui n'est pas comme d'habitude, il faut vraiment appeler le 15 ou consulter aux urgences. Parce que même si ce n'est pas un enfant noyé entièrement, ça peut vouloir dire qu'il y a eu beaucoup d'eau dans les poumons et qu'il y a des impacts respiratoires. Donc voilà, un enfant qui a bu la tasse et qui n'est pas bien les heures d'après, vraiment, il faut consulter en urgence. Et après, voilà, j'avais remis éventuellement les formations de premier secours. Ça peut être bien aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait si vraiment il y a un risque grave et une noyade. S'il y a un malaise, voilà, savoir réagir quand même quand il y a des choses un peu plus graves, ça peut aussi vous tranquilliser. Alors j'avance parce que je vois que le temps passe, mais je crois que je suis plutôt pas mal. Ouais, je vais avancer. Alors, surtout les dangers type barbecue, bon, c'est assez basique aussi. C'est éviter au maximum les enfants à côté du barbecue, expliquer les choses à l'enfant. Voilà, vraiment, il faut que le barbecue soit éloigné de l'endroit où on mange. Il faut qu'il soit surveillé en permanence. Éviter de laisser le barbecue en cours ou même le barbecue après coup, qui est encore chaud sans plus personne qui surveille rien, parce que c'est le moment où du coup on relâche la surveillance et mine de rien, tout est encore bouillant et il peut encore y avoir des risques. Donc vraiment pareil, hein, surveillance rapprochée. Attention aussi au matériel qui peut être bouillant, éventuellement posé au sol ou posé un peu plus loin. Donc voilà, c'est vraiment essayer de mettre en hauteur, de mettre assez loin du champ de jeu, d'éviter tout ce qui peut traîner entre guillemets et être chaud. Voilà, les briquets, les rallonges qui passent, toutes ces choses-là. Et là encore, tant qu'il y a du matériel chaud, j'ai envie de dire qu'il y a un adulte référent qui soit quand même en surveillance pour éviter tous les risques. Et après, tout ce qui va être piqûre, alors on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc au niveau de la prévention de tout ce qui est moustique, bon ça en général on l'a en tête, hein. Alors, les moustiquaires, c'est quand même ce qui marche le mieux et qui est le plus naturel. Aux moustiquaires de fenêtre ou moustiquaires de berceau, de nacelle pour les tout petits, ça marche très bien. Éventuellement, si en fin de journée, de remettre des manches longues ou des choses comme ça, c'est pareil, c'est tout bête, mais ça fonctionne. En répulsif naturel, alors il y a tout ce qui est huile essentielle. Si c'est des petits, vraiment prenez des modèles spéciaux bébés, il y en a de plus en plus, et qui peuvent marcher assez facilement. Donc voilà, ça reste naturel. Il faut que ce soit adapté à l'âge de l'enfant, parce que les huiles essentielles, c'est très bien, très efficace, mais ça peut être aussi très dangereux.
Donc voilà, c'est juste le conseil, c'est de prendre des produits adaptés. Et puis bon, ça on le sait, mais éviter d'avoir les fenêtres grandes ouvertes avec la lumière à l'intérieur le soir, parce que ça les fait quand même rentrer. Bon, après, piqûre simple, désinfection, un petit roller ou gel après. Et si vraiment vous sentez que c'est un enfant qui fait, alors, entre guillemets, de l'allergie, qui réagit fort, qui a des grosses plaques rouges, qui se gratte beaucoup, à voir avec avis ou auprès de la pharmacie pour avoir une crème antihistaminique ou un antihistaminique par voie orale, mais sur avis médical dans ce cas-là. Mais voilà, première intention, c'est plus les petites crèmes apaisantes. Après, tout ce qui est piqûre de guêpes et abeilles, c'est de vérifier toujours avant de manger, notamment ce qui est sucré ou boisson sucrée, qu'il n'y ait pas une guêpe ou une abeille posée. Et puis éventuellement de faire les fameux petits pièges à guêpes artisanaux, là. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et s'il y a piqûre, c'est essayer d'enlever le dard et puis de désinfecter, d'appliquer du froid pour éviter que ça gonfle et pour éviter que ça fasse trop mal. Et s'il y a signe d'allergie, donc ça gonfle beaucoup, ça s'étend, il y a des plaques rouges qui apparaissent sur le corps ou qu'il y a quoi que ce soit au niveau de la respiration, il faut appeler les secours vraiment tout de suite. Même si ce n'est pas la respiration qui prend, mais que vous voyez que la réaction, quand même, elle s'étend, elle gonfle, elle augmente, en fait, il vaut mieux appeler le 15 tout de suite parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel degré va continuer la réaction allergique. Donc, il vaut mieux appeler trop tôt et dire OK, tout va bien, en fait, que l'attendre. Et les tiques, j'en parlais rapidement tout à l'heure. Il faut vérifier après les balades, notamment en forêt, dans l'herbe, voilà, tous les endroits comme ça où il y a beaucoup de végétaux. C'est vérifier qu'il n'y en a pas qui se sont mises sur l'enfant, donc au moment de la douche le soir. Il faut inspecter. Si piqûre, il ne faut pas aller écraser la tique, surtout pas, ou la séparer de sa tête en essayant de l'enlever avec une pince à épiler. Il faut vraiment prendre un tire-tique pour essayer de l'enlever entièrement. Et ce qui compte, c'est de l'enlever le plus rapidement possible, donc vraiment dans l'idéal, dans les 12-24 heures après. Et puis de désinfecter. Ça, c'est vraiment la base. Et après, il faut surveiller ce qui se passe. Il y a toujours un point rouge, c'est normal, mais voilà, si la tache rouge grandit au fil des jours, il faut consulter en urgence. Et voilà, je vois Steve qui met effectivement qu'il y a la téléconsultation incluse pour les membres d'Harmonie Mutuelle. Et ça, pour toutes ces questions-là, alors urgence, ça reste le SAMU, mais sur toutes les questions médicales, éventuellement besoin de prescription, des questions non urgence vitale, oui, clairement, la téléconsulte en vacances, ça marche super bien et c'est une bonne alternative. Et comme toujours, il vaut mieux consulter pour rien que d'avoir un doute, d'attendre et de louper quelque chose. Donc ça, c'était le petit rappel sur ce que vous pouvez mettre dans les trousses de soins, vraiment en mode anti-pic. Je vois que l'heure passe, je parle beaucoup. J'ai 5 petites minutes de plus pour terminer. On est bon? Oui, oui, bien sûr, on va pas couper comme ça reste passionnant, donc on va jusqu'au bout. Fait. Donc oui, donc tous les répulsifs, effectivement, il y a aussi tout ce qui est éventuellement prise à ultrasons qu'on peut utiliser. Donc voilà, la crème apaisante, la pince à tique, c'est pas mal d'en avoir une. Et puis s'il y a des anti-allergiques, prenez-les. Et éventuellement les moustiquaires de voyage. Donc ça peut être le petit kit pour essayer d'avoir des vacances les plus tranquilles possible au niveau des moustiques, parce que c'est quand même vraiment d'actualité de plus en plus ces dernières années. Un petit mot sur tout ce qui est plantes toxiques. Alors, j'ai absolument pas détaillé parce que je suis absolument pas calée en végétaux et qu'en fait, quand on n'est pas calé, c'est hyper compliqué de savoir quelles sont les plantes toxiques. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir avec des petits, alors des tout petits, il faut les surveiller et en fait ne rien les laisser mettre à la bouche qui vient d'un végétal, si je peux dire, ou d'un arbre. Donc attention à toutes les petites baies, tous les petits trucs, toutes les petites feuilles qu'ils trouvent. Parce que voilà, il y en a quand même potentiellement qui sont toxiques. Et chez les enfants plus grands, c'est de faire de la prévention et de leur répéter que attention aux petites baies, à toutes ces choses-là qui ressemblent à des fruits d'été et à des fruits rouges. Jamais on met dans la bouche, et idem pour les champignons et tout ça, hein, que jamais on mange si ça n'a pas été validé ou si on ne l'a pas acheté pour éviter justement tous ces risques-là.
Et après, s'il y a quoi que ce soit, votre enfant a mis une baie, quelque chose à la bouche, vous ne saviez pas ce que c'était, n'hésitez pas à appeler ou le SAMU ou le centre anti-poison, si possible, avoir une photo ou avoir une idée de ce que c'est comme type de fleur, comme type de baie qu'il a mangé, pour pouvoir le décrire et pour avoir une idée, est-ce que c'est quelque chose de potentiellement toxique ou est-ce que c'est sans importance. J'ai envie de dire que la majorité des petites baies, des petites feuilles que l'enfant est susceptible de mettre à la bouche ne sont pas toxiques, mais il y en a qui sont toxiques, donc dans le doute, vaut mieux éviter au maximum. Et même chez les plus grands, éviter de manipuler, d'aller cueillir toutes ces choses quand on ne sait pas du tout ce que c'est. Parce que c'est pareil, il suffit qu'ils en aient sur les mains, qu'ils se mettent les mains à la bouche, ce qu'ils savent très bien faire, pour qu'il y ait quand même un risque si c'est une baie toxique. Donc voilà, c'est plus surveillance par rapport à tous les arbustes et tout ce qu'on peut trouver. Et après, ça, c'était une petite diapo récap. Alors, urgence hors note, hein, urgence et urgence relative, mais de petites astuces à prévoir quand vous partez voilà, en balade ou à la journée. Les doudous perdus, c'est pas une urgence vitale, mais ça peut la devenir pour le sommeil. Alors, si vous avez plusieurs exemplaires, c'est le mieux. Et si vous avez au moins une photo du doudou, tout bête pour pouvoir demander, mettre un petit truc sur les groupes Facebook. Hein. Souvent, il y a pas mal de petites choses ou qui sont retrouvées ou qui sont postées. Mais voilà, le mieux, c'est d'en avoir ou un deuxième exemplaire ou de savoir où est-ce qu'on peut le racheter pour éviter les vacances pourries à cause de la perte du doudou. Pareil, n'hésitez pas à prendre toujours un petit rechange, même chez des enfants un peu plus grands. Hein, parce que le t-shirt trempé, quelque chose qui s'est renversé, un enfant qui a vomi, et du coup, bah, vous êtes coincé pour la journée. Le petit t-shirt, culotte, pantalon de rechange, ça ne prend pas de place, mais ça peut vraiment vous sauver la journée. Bon, tout ce qui est enfant malade, on en a pas mal parlé. Idem sur avoir un petit pansement, un petit désinfectant dans le sac pour la journée. C'est des petites choses qui peuvent aussi faciliter les sorties. Et puis après, vraiment, bah voilà, sur tout ce qui est. Alors, question non urgente, mais on a besoin d'un avis médical rapide, clairement, utiliser la téléconsultation. Et question vraiment sur une situation un peu urgente, un malaise, des choses comme ça. Vraiment, n'hésitez pas à appeler une 15 ou le 112. On ne vous reprochera jamais d'avoir appelé alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Donc voilà, ça, c'est vraiment les choses à avoir en tête si vous avez des questions médicales voilà, relativement urgentes ou très urgentes, appelez. Au moins pour être rassuré et pour s'assurer que tout va bien. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Non. Toujours pas. Non. Je voyais en même temps. Parfait. Et ben, un petit mot pour conclure. Bon, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de surveillance dans tout ça, comme toujours avec les enfants. Mais voilà, c'est de se dire qu'au final, avec des petites astuces en disant bah, on anticipe, on prépare en avance, on sait à peu près à quoi s'attendre, et puis, mine de rien, bah, on surveille. Bah, voilà, vous avez toutes les chances d'avoir des vacances les plus sereines possibles. Là, on a vu un peu tous les scénarios Qatar, hein, mais c'est pas censé se passer comme ça. Mais au moins, vous avez les choses en tête. Que voilà, mine de rien, bah, avec de la surveillance et un peu de rigueur quand même sur certaines choses, bah, on prévient quand même beaucoup d'accidents graves. Donc oui, il vaut mieux de la surveillance. C'est un peu casse-pied, mais si on s'enlève tous les risques de brûlure, de noyade et tout, bah, mine de rien, ça vaut clairement le coup. Et puis après, bah, de s'adapter. Voilà, je vous ai donné des choses assez génériques parce qu'entre un bébé de 6 mois, 1 an et un enfant de 10 ans ou 12 ans, bah, forcément, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'enfant, il faut s'adapter au type de famille qu'on est. Mais voilà, prenez les ingrédients dont vous avez besoin et puis adaptez-les à votre famille pour que ça se passe le plus zen possible. Voilà, et puis j'avais remis quelques petites idées. Alors, c'est des blogs de voyage, hein, c'est pas des trucs officiels, mais qui recensent pas mal de bonnes idées. Vous pourrez les retrouver dans le replay de personnes qui ont beaucoup voyagé et qui vous mettent pareil des petites listes d'astuces pour les voyages en fonction des pays où vous allez. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil pour tout ce qui est voilà, organisation. Choses pratico-pratiques à penser pour des pays étrangers, pour des vacances spéciales. Et bien, écoutez, j'arrive à la
à la fin de tout ce que je voulais vous transmettre. J'espère que ça vous a convenu. Avec Très plaisir. bien. Et oui, bonnes vacances à tous au passage. Ah oui, ça va être les vacances. Merci à tous pour votre participation. On va vous donner rendez-vous à la rentrée. Je voulais juste faire un petit focus sur le bracelet rouge dont on a parlé juste avant. Le bracelet rouge, c'est un service de prévention qui est proposé par Harmonie Mutuelle. On n'avait pas prévu d'en parler, mais comme Pauline en a parlé, ben on va l'expliquer. C'est un bracelet SOS avec un QR code qui permet d'accéder à vos informations vitales en cas d'accident, en cas de problème. Donc ça concerne les enfants, évidemment, qui tous les ans, bon, on en a parlé tout à l'heure, peuvent se perdre sur les plages, etc. Peuvent porter des allergies et c'est toujours très rassurant pour les parents d'avoir ces informations. Ça existe aussi sous la forme de stickers qu'on peut mettre sur un téléphone portable, mais ça, c'est plutôt pour les parents. Et comme vous êtes adhérent à Harmonie Mutuelle, vous avez accès à ce service avec une réduction. Donc, on vous encourage à aller sur le site lebraceletrouge.fr, à vous abonner sur les réseaux sociaux. Pour les vieux comme moi, vous avez Facebook. Pour les plus jeunes, vous avez Instagram. Voilà. Donc, on vous laisse aller regarder ces informations-là. L'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de faire de la pub, mais quand on peut parler de services de prévention qui sont utiles, eh bien, on en profite. Eh bien, maintenant, on va partir en vacances. Alors, pas tout à fait pour nous, pas tout à fait pour vous non plus, mais en tout cas, vous êtes préparés avec vos enfants. On va se donner rendez-vous à la rentrée. Un grand merci à vous. On va arrêter le webinaire. Vous allez recevoir le replay juste derrière et puis un questionnaire pour dire votre satisfaction ou pas par rapport au webinaire qui a eu lieu. Steve, Pauline, je vous remercie et à tous et tous, je vous souhaite de très, très bonnes vacances avec vos enfants. Évidemment, on se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup. Bonnes vacances.